Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut faire un peu peur, je dois dire. Les normes internationales de l'audit interne. On a l'impression d'entrer dans un vrai labyrinthe de règles. Dites-nous tout. Bonjour Chloé. Oui, je comprends tout à fait cette image du labyrinthe, mais en fait, il faut plutôt voir ça comme une carte, ou même mieux, une boussole. C'est vraiment ce qui garantit que tous les auditeurs internes, où qu'ils soient dans le monde, parlent le même langage et visent le même niveau de qualité. Ok, alors repartons de la base. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans de grandes organisations, la question est simple, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est sur la bonne voie, que tout est bien géré, que tout est sécurisé? C'est la question fondamentale, Chloé, et c'est exactement le rôle de l'audit interne. Il ne s'agit pas seulement de vérifier des chiffres dans un coin, non. Il s'agit de s'assurer que toute la machine, toute l'organisation fonctionne bien pour atteindre ses objectifs. Et pour vraiment saisir ça, le mieux, c'est de regarder la définition officielle. Les mots importants arrivent tout de suite. Indépendante et objective, c'est la pierre angulaire. Mais pour moi, la clé, elle est à la fin. Contribue à créer de la valeur ajoutée. Voilà, ça change tout. On n'est plus du tout dans l'image du contrôleur un peu austère. Loin d'être un centre de coût, un bon audit interne, c'est un vrai partenaire qui aide l'entreprise à s'améliorer. Bien sûr, pour que ce partenariat fonctionne, il faut un cadre de confiance solide. Donc avant même de plonger dans les normes, une par une, il faut bien comprendre ce rôle fondamental de l'audit. Pensez-y comme un gardien, le gardien de la bonne santé de l'entreprise. Il veille sur tout, les processus, la gouvernance, la gestion des risques. Et c'est précisément là que les normes entrent en jeu. Le travail d'un auditeur, ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est pas basé sur une opinion personnelle. Non, tout est guidé par ce cadre mondial, ces normes internationales. C'est ce qui garantit la qualité, la cohérence et surtout la crédibilité du travail. Que vous soyez à Paris, à New York ou à Tokyo, Un cadre mondial. D'accord, c'est rassurant, mais ça a l'air immense. Comment on s'y retrouve là-dedans? Par où on commence pour que ce soit vraiment utilisable au quotidien? Très bonne remarque, et heureusement, ceux qui ont conçu ce cadre y ont pensé. En fait, on peut tout simplifier et tout ramener à deux grands piliers, très logiques. Alors les voici, ces deux piliers. D'un côté, on a les normes de qualification. C'est simple, c'est le qui. Elles nous disent qui sont les auditeurs, quelles caractéristiques ils doivent avoir, eux et leurs services. De l'autre côté, on a les normes de fonctionnement. Et ça, c'est le comment. Comment on mène les missions d'audit, quels sont les critères de performance. C'est aussi simple que ça. Qui on est et comment on travaille. Alors, commençons par le commencement, le premier pilier, le qui. Parce qu'avant même de se demander comment on audite, la vraie question, c'est qui a la légitimité de le faire. Pour que le travail soit crédible, pour que les conclusions soient écoutées, il faut incarner certaines qualités essentielles. Ce sont vraiment les fondations de tout le système. Et tout part d'un document, un document fondamental, la charte d'audit. La norme 1000 est très claire là-dessus. C'est en quelque sorte la constitution du département d'audit. C'est ce texte qui définit sa mission, ses pouvoirs, ses responsabilités et, point crucial, sa place dans l'organigramme. Sans une charte solide validée au plus haut niveau par le conseil d'administration, l'audit interne n'a tout simplement pas l'autorité nécessaire pour bien faire son travail. D'accord, la charte pose le cadre formel. Mais les auditeurs eux-mêmes, en tant que personnes, quelles sont les qualités qu'ils doivent absolument avoir? Ça tient en 3 mots, un triptyque qui n'est pas négociable. D'abord, l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance de la fonction d'audit pour qu'elle puisse travailler sans interférence en étant rattachée au plus haut niveau. Ensuite, l'objectivité de chaque auditeur. Là, c'est un état d'esprit, une impartialité, une rigueur intellectuelle. Et enfin, bien sûr, la compétence. L'équipe doit avoir les connaissances, le savoir-faire pour comprendre les vrais enjeux de l'entreprise. Et ces 3 qualités sont inséparables. L'une ne va pas sans les autres. Ok, donc là on a le portrait robot de l'auditeur idéal et de sa fonction. Maintenant, passons à l'action. Concrètement, une fois qu'une mission est lancée, comment est-ce que tous ces beaux principes se traduisent sur le terrain? Eh bien, on arrive pile à notre deuxième pilier, les normes de fonctionnement. C'est elles qui nous donnent la feuille de route, le mode d'emploi pour passer des principes à l'action. En gros, une mission d'audit, ça suit un cheminement logique en 4 grandes étapes. D'abord, la planification. C'est le moment où on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on audite? Pourquoi? Avec quelles ressources? Ensuite, la réalisation. C'est le cœur du réacteur, le travail de terrain. On collecte l'info, on analyse, on évalue. Troisième étape, la communication. On rédige un rapport qui doit être clair, objectif et surtout constructif. Et enfin, l'étape que certains oublient mais qui est cruciale, la surveillance. On ne fait pas un rapport pour qu'il finisse au fond d'un tiroir. L'audit s'assure que les recommandations sont bien mises en place. C'est là que la valeur est vraiment créée. Et est-ce que toutes les missions sont coulées dans le même moule ou est-ce qu'il y a différents types d'interventions? Excellente question. Non, justement, les normes font une distinction très nette entre 2 grands types de missions. D'un côté, il y a la mission d'assurance. C'est la plus classique. L'auditeur vient, il regarde un processus et il donne une opinion objective dessus. C'est lui qui définit le périmètre. Et de l'autre côté, il y a la mission de conseil. Là, c'est différent. L'audit vient apporter son expertise, souvent à la demande d'un manager, pour aider à améliorer quelque chose. Le périmètre, on le définit ensemble. Donc pour résumer,
L'un évalue, l'autre conseille. C'est beaucoup plus clair, merci Mathieu. Alors pour finir, si vous deviez parler à un dirigeant d'entreprise qui nous écoute, pourquoi est-ce qu'il devrait vraiment se préoccuper que son service d'audit respecte toutes ces normes? C'est quoi la valeur ajoutée finale pour lui? C'est la question clé. Et la réponse, en fait, elle est très simple. Respecter les normes, ce n'est pas juste de la paperasse ou de la bureaucratie. C'est ce qui garantit que le travail de l'audit est crédible et fiable. Point. C'est ce qui permet au conseil d'administration, aux dirigeants, d'avoir cette assurance que les risques importants sont sous contrôle et que l'entreprise va dans la bonne direction. Au final, c'est ce qui transforme l'audit. On passe d'une obligation d'un coût à un véritable partenaire stratégique qui est indispensable au succès de l'entreprise. Alors, je vais laisser tous ceux qui nous écoutent avec une question à laquelle réfléchir. Dans votre propre organisation, comment voyez-vous votre audit interne? Est-ce que c'est juste un contrôleur ou est-ce que c'est ce partenaire stratégique qu'il a le potentiel d'être? Souvent, la réponse à cette question dépend directement de son respect de ses normes. Merci beaucoup Mathieu, c'était parfait.